Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque nous allons parler d'un sujet que je voulais évoquer avec vous qui est lié à notre hyperconnectivité et cette hyperconnectivité qui a un impact sur notre fonctionnement intellectuel et cognitif puisque ça va en fait changer notre façon d'apprendre et d'intégrer les données et de les retenir. C'est un phénomène qui est étudié et documenté et donc je vous propose qu'on en parle juste après l'intro. Alors pour les plus jeunes d'entre vous qui n'ont pas connu l'ère pré-internet, sachez que le vieillard que je suis a connu cette ère d'avant internet et l'ère de l'arrivée d'internet avec des forfaits de connexion extrêmement limités en termes de temps et des durées de connexion qui pouvaient être très longues avant de pouvoir accéder à une page et à la donnée que l'on voulait et donc qui faisait que internet était pour le coup assez limité dans son usage à l'époque. Pour le coup, pour vous donner un exemple, vous voyez quand vous avez une connexion limitée, que vous retombez en Edge, en 2G, voire en toute 3G et que ça rame, que ça met 10 ans à charger une page, eh bien c'était l'usage normal qu'on avait d'Internet sur un ordinateur, sur une ligne fixe. Je vous parle d'un temps où on n'avait pas Wikipédia pour aller chercher des informations, d'un temps où les moteurs de recherche n'existaient quasiment pas et les quelques qui existaient n'étaient pas du tout aussi performants et exhaustifs que ne peut l'être Google aujourd'hui, et où il fallait bien souvent connaître le site où on voulait aller chercher une information ou qu'on avait besoin de consulter pour pouvoir le trouver facilement et pouvoir y accéder. Je vous parle également d'un temps où Wikipédia, dont je parlais tout à l'heure, était remplacé par les encyclopédies type Encarta qui étaient sur CD-ROM et qui donc n'étaient pas mises à jour continuellement et où pour avoir la mise à jour et des données actualisées, eh bien il fallait en fait racheter l'édition suivante. Bref, je vous parle de l'âge de pierre de l'Internet. C'est pour ça par exemple qu'il y a fort à parier que si vous posez la question à vos grands-parents, ils connaissent l'intégralité des numéros de tous les départements, ainsi que la préfecture de chacun d'entre eux et leur remplacement sur la carte bien évidemment. C'est pour la bonne et simple raison qu'ils n'avaient pas Google Maps qui leur calculait un trajet en 4 secondes et donc que ces connaissances étaient extrêmement précieuses quand, armés de leur carte papier ou de leur atlas routier, ils devaient planifier leur voyage et leur itinéraire avant de partir en vacances par exemple. Et vu les données démographiques des viewers de la chaîne, je sais que pour certains d'entre vous ça paraîtra limite être de la série historique que de parler de ça, alors que pour d'autres, la Madeleine de Proust n'est vraiment pas loin. Et donc forcément, à cette époque, connaître une information et la retenir était vraiment nécessaire pour ne pas dire vital. Puisque si vous aviez besoin de nouveau de cette information, il fallait chercher dans un dictionnaire papier ou dans une encyclopédie papier, ce qui était, avouons-le, vraiment lourd, long et chiant. Ou alors il fallait démarrer l'ordinateur familial, qui mettait 3 minutes à se démarrer, mettre le CD-ROM d'Encarta, lancer Encarta, faire sa recherche pour accéder à l'information. C'était vraiment très chiant et très fastidieux. Et bien sûr, Internet était encore très limité. Il y avait assez peu d'informations dessus, c'était lent, c'était difficile d'accès, ça restait cher, il y avait la plupart des familles qui n'avaient même pas de connexion internet, même quand elles avaient un ordinateur, et donc c'était clairement pas la première source d'information à laquelle on pensait pour rechercher une information. On utilisait donc sa mémoire pour retenir une information précise, et ne pas avoir à refaire ce process fastidieux de recherche quand on voulait avoir de nouveau cette info. Le problème était donc que par contre, on avait aussi des données qui n'étaient pas actualisées en tête, qui pouvaient être donc très rapidement périmées, puisque si vous aviez appris par exemple la population française et celle de tous les pays d'Europe pour votre cours de géo, eh bien à peine 1 ou 2 ans après, même si vous vous souveniez de cette info parce que vous aviez fait un vrai effort pour la retenir de manière durable, eh bien cette donnée était totalement périmée et nécessitait donc d'être actualisée. Cette façon d'apprendre la donnée, de la retenir et de la garder en mémoire, de garder vraiment la donnée précise en mémoire, c'est appelé la mémoire d'enregistrement ou record memory en anglais, c'est-à-dire que vraiment on enregistre l'information elle-même. Mais pour le coup, l'avènement du smartphone, de notre hyperconnectivité à Internet quasi permanente, change la façon dont notre mémoire fonctionne et la façon dont on va donc enregistrer une information. Notre mémoire n'est tout simplement plus utilisée de la même façon. Tout d'abord, les informations basiques ne sont purement et simplement plus stockées dans nos mémoires parce qu'on n'en a plus besoin. En effet, qui va vraiment s'embêter à retenir les hauteurs des sommets et les noms des sommets des différents pays, les populations des pays ou des données démographiques de ce genre? Ou encore même par exemple la date de construction d'un monument ou de sortie d'un film? Eh bien quasiment plus personne à part des extrêmes passionnés ou des gens qui ont besoin de ces données pour leur travail au quotidien. Pour les autres, eh bien ils feront la recherche sur le smartphone et même s'ils parlent d'un film 3 fois et qu'ils ont besoin d'avoir l'information de sa date de sortie 3 fois, ils iront 3 fois chercher l'information. Pourquoi? Eh bien parce que ce n'est tout simplement plus nécessaire. Il suffit simplement d'aller chercher sur Google, voire même encore plus simple, d'utiliser la phrase magique
à base de Siri, de Google ou d'Alexa pour pouvoir permettre de lancer une recherche vocale qui va vous répondre instantanément la bonne réponse et la bonne donnée. Et en plus, la dite information sera actualisée si elle doit l'être, ce qui est vraiment tout bénef puisque non seulement vous ne retenez pas une information que vous n'avez pas besoin de retenir puisque vous pouvez la retrouver facilement, mais en plus, à chaque fois que vous allez devoir utiliser cette information, vous aurez la bonne donnée actualisée avec les dernières informations sur le sujet. Notre cerveau va donc fort logiquement ne pas retenir l'information puisque il sait qu'il n'aura pas un process long et fastidieux à refaire et que donc nous n'aurons pas ce process long et fastidieux à refaire pour retrouver l'information et donc il ne va retenir que la manière de trouver cette information. C'est-à-dire qu'au lieu de retenir le sommet, vous allez retenir que cette info est disponible sur Google. Au lieu de retenir que vous avez tel et tel acteur dans tel film, qu'ils ont telle et telle filmographie, que le film est sorti en telle année, vous allez seulement retenir que vous pouvez aller chercher l'ensemble de ces informations en 3 clics sur Allociné ou IMDb par exemple. Et même pour des informations plus complexes, on ne va pas forcément les retenir si on n'en a pas un besoin régulier. Par exemple, pourquoi retenir l'ensemble des numéros atomiques alors que je sais qu'avec simplement tableau de Mendeleïev, Google va m'en sortir des pléthores qui seront totalement bien codifiés et mis à jour et que je pourrais les avoir en instantané si j'en ai besoin. À part si je suis chimiste et si j'ai besoin de connaître ces informations, eh bien je ne vais que retenir le fait que Google pourra me sortir la réponse. Et il en est de même pour beaucoup d'autres choses. Si vous voulez connaître les spécificités d'un objet, d'une puce, ses caractéristiques techniques d'un véhicule par exemple, pourquoi les retenir? Vous avez accès à la datasheet directement sur le site du constructeur en quelques clics avec l'ensemble des données. Les exemples sont nombreux, vous l'avez compris, ça peut être un réalisateur, ça peut être le palmarès d'un sportif, ça peut être énormément de choses comme ça que l'on n'a plus besoin de retenir. Et si je reprends mon cas perso avec ma chaîne YouTube, eh bien même quand vous allez venir voir un de mes tutos, vous n'allez pas retenir l'intégralité du process si vous n'en avez pas besoin régulièrement. Vous allez retenir quelques grandes idées sur ce que le tuto permet de faire, et vous allez aussi mémoriser quelques caractéristiques de la vidéo qui vont vous permettre de la retrouver plus facilement, comme par exemple sa miniature, son titre, ou des choses comme ça pour pouvoir la repérer plus facilement et la retrouver le jour où vous aurez de nouveau besoin de cette compétence. Et vous pouvez d'ailleurs faire l'essai, c'est-à-dire que là, pensez à une vidéo de tuto que vous auriez vue sur ma chaîne par exemple, et essayez de vous souvenir de l'intégralité du process expliqué dans ce tutoriel, ou prenez une vidéo de vulgarisation et essayez de vous souvenir de l'intégralité des informations que je vous ai transmises au sein de cette vidéo. Vous n'y arrivez pas et c'est totalement normal, moi non plus, parce que votre cerveau n'a gardé que quelques bribes et grandes idées, et par contre, si je vous dis et que vous êtes un habitué de la chaîne, est-ce que vous seriez capable de retrouver la vidéo que j'ai faite sur comment choisir un disque dur dans un NAS ou quel est l'impact du disque dur en fonction de sa technologie SMR ou CMR? Là, ça va vous causer. Et vous allez peut-être vous souvenir par exemple d'un éventail de disques durs sur la miniature ou d'un gros NAS par exemple sur la miniature qui vont vous permettre en un coup d'œil sur la liste des vidéos de retrouver c'est cette vidéo dont j'ai besoin et qui contient l'information que je souhaite. Vous développez donc de plus en plus ce qu'on appelle une mémoire de reconnaissance ou Recognition Memory en anglais. Et cette mémoire de reconnaissance va prendre de plus en plus le pas sur votre mémoire d'enregistrement au fur et à mesure que vous allez avoir de plus en plus de contenu facilement accessible et donc que vous allez savoir que vous n'avez pas besoin de mémoriser cette information. Et en plus, en termes mental pur, les études prouvent qu'il est beaucoup plus facile de mémoriser un faisceau d'informations vagues qui permettent de retrouver l'information que l'on cherche plutôt que la dite information très précisément. Et donc votre cerveau va naturellement vous pousser à utiliser cette mémoire de reconnaissance plutôt que cette mémoire d'enregistrement, puisque c'est une mémoire qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus facile et qui nécessite beaucoup moins de ressources cérébrales pour être utilisée et fonctionner. Je vais même vous livrer une anecdote totalement vraie. Certains des tutos que je fais sur ma chaîne sont avant tout faits pour moi, pour pouvoir stocker une information justement d'une méthodologie que je sais que je ne vais pas utiliser souvent et pouvoir la retrouver plus facilement et de manière précise et claire. Et voilà, je fais la vidéo, après je la publie pour qu'elle puisse servir à d'autres, mais elle a été faite avant tout pour moi et donc pas prioritairement pour vous en tant que spectateur. Ça peut paraître bizarre, mais c'est tout à fait dans la logique de cette mémoire de reconnaissance qui va me permettre ensuite de me souvenir simplement que j'ai fait cette vidéo. Je me souviens de ma miniature et je peux retrouver facilement le process. Et quand je l'utilise une fois par an ou une fois tous les 10 ans, c'est beaucoup plus facile comme ça. Et vous, maintenant que je vous ai fait réfléchir sur le sujet et que je vous en ai parlé, est-ce que vous avez également l'impression que votre mémoire de reconnaissance est prédominante et prend le pas sur votre mémoire d'enregistrement? Dites-le moi en commentaire, vraiment ça m'intéresse de savoir si vous avez le même ressenti maintenant que j'ai mis le doigt dessus et que je vous ai parlé de ce sujet.
Dites-moi également donc si vous pensez vraiment que la technologie change votre façon d'enregistrer des choses. Et pour les plus vieux d'entre vous qui ont connu cette bascule technologique, dites-moi si vous avez l'impression d'avoir changé donc de façon de mémoriser des choses et si vous êtes vraiment passé sur une mémoire de reconnaissance beaucoup plus importante aujourd'hui. Parce que ça m'intéresse vraiment de savoir tout ça et de pouvoir en discuter avec vous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses et vous aura peut-être fait réfléchir à quelque chose que vous faisiez sans vous en rendre compte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. Le Tipeee, le Utip et le bouton rejoindre juste en dessous de cette vidéo permettent de soutenir la chaîne financièrement et de financer des projets un peu plus importants. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. Et d'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous! Bye bye.